Bonjour Pierre Brunel, Bonjour. je suis ravi de pouvoir vous interviewer aujourd'hui à propos de Rimbaud. Arthur Merci Rimbaud. beaucoup, ça me fait plaisir. Vous me sembliez être une bonne référence en tout cas pour en parler parce que vous avez publié beaucoup de choses à son propos et que Rimbaud, moi je l'ai découvert quand j'avais 12 ans et il a vraiment changé ma vie. Il m'a non seulement introduit à la littérature mais il a changé beaucoup de ma vision du monde, presque, en fait. Alors, ce que vous dites me frappe beaucoup parce que la même chose m'est arrivée. Je pense encore plus jeune que vous. Mes parents étaient instituteurs et c'est donc dans la classe de mon père que pour la première fois j'ai fait la découverte de Rimbaud avec un poème qui m'a beaucoup marqué et qui, vous allez le voir, a même un prolongement dans ma vie. C'est Les Effarés, ce poème qui nous présente des enfants affamés, sans doute, des enfants probablement sans mère, comme les orphelins dans le premier poème publié par Rimbaud, Les Étrennes des orphelins, qui regardent le boulanger en train de faire son pain et le four brûlant qui les réchauffe alors qu'ils sont en train de grelotter dehors. Alors ce poème m'avait beaucoup frappé parce que c'est une image d'enfant, évidemment, parce qu'au fond, moi j'ai vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai connu le problème du pain, vous savez, je me rappelle encore avec stupéfaction, avec émerveillement, le jour où j'ai mangé pour la première fois du pain blanc chez le boulanger de mon village. C'était le jour de ses noces et on avait un pain exceptionnel. Donc il y avait quelque chose qui nous liait à cet égard. Et ce poème, je l'ai lu et relu bien souvent par la suite. Je l'avais appris à l'école primaire dans une version adoucie, c'est-à-dire que leur cus en rond était devenu leur dose en rond, c'est ce que nous avions dans les manuels. Et puis, j'ai découvert par la suite les circonstances dans lesquelles ce poème avait été écrit. Alors, il m'est arrivé, dans le cours de mes études, quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est qu'en 1958, quand j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, épreuve d'explication française à l'oral, Les Effarés. Les Effarés. Et je me rappelle encore la question posée par l'un des deux membres du jury à propos du verre chaud comme un sein. La flamme du foyer, c'est chaud comme un sein. Et alors, est-ce que c'était lié au sein de la mère absente ou pas? Et évidemment, aujourd'hui, je répondrai assurément oui, parce que j'établis ce lien entre les orphelins, les étrennes des orphelins, ces effarés qui sont aussi des orphelins sans mère et à qui il manque non seulement la chaleur du foyer, non seulement la chaleur du feu qui permet de s'alimenter correctement et d'avoir du bon pain, mais aussi la chaleur du sein maternel. D'accord, donc on voit que ça a parcouru votre enfance et adolescence. En fait, Oui. Alors c'est tout de même frappant l'âge où on le découvre. J'entendais l'autre jour une magnifique communication à la Société des Amis de Rimbaud de l'ancien bibliothécaire de Charleville qui nous racontait que lui, il a découvert Rimbaud quand il était en classe de première ou en classe de terminale, et avec Aube dans les Illuminations. Je suis persuadé qu'à l'âge où j'ai lu et découvert Les Effarés, j'aurais été incapable d'apprécier Aube et de prendre plaisir à Aube, comme c'était le cas pour Les Effarés. Ce qui prouve que Rimbaud est pour tous les âges, d'ailleurs, aussi curieux que ça puisse paraître. Il y a un autre poète célèbre que Rimbaud a complètement, parmi d'autres, a complètement bouleversé en fait. C'était Paul Claudel, je crois que c'était même dès 1886 quand il a découvert... C'était très exactement en 1886, puisque c'est en 1886 que, en partie grâce à Verlaine d'ailleurs, même si le cheminement est mystérieux, une revue parisienne, la Vogue,
a publié les Illuminations, ou disons plus exactement un certain nombre d'illuminations mêlées avec des poèmes en vers, de ce qu'on appelle quelquefois dans les éditions d'aujourd'hui les derniers vers. Et Claudel a donc découvert cela, et ce qui l'a peut-être plus marqué encore, c'est à l'automne de la même année 1886, les éditions de la Vogue, donc celle qui publiait cette revue, mais qui était aussi une maison d'édition à part entière, ont réédité Une saison en enfer, le seul livre que Rimbaud ait publié lui-même, puisqu'il l'avait fait publier à Bruxelles en octobre 1873. Et Claudel, dans cette année 1886, qui est d'une importance extrême pour lui, puisque ça va être l'année de la nuit de Noël, ça va être l'année de sa conversion, en quelque sorte, ou en tout cas de son retour complet à la religion catholique. Claudel a été frappé dans Une saison en enfer par ce qui lui paraissait relever du domaine du spirituel, qui est toujours présent d'une manière ou de l'autre chez Rimbaud d'ailleurs, aussi curieux que ça puisse paraître, quelle que soit la relation variable et quelquefois presque agressive de Rimbaud à l'égard de la religion catholique. Oui, c'est vrai. Alors, comme vous l'avez dit, Rimbaud, c'est bon pour tous les âges, il y en a pour tout le monde. J'aurais aimé, pour commencer, en venir à quelques anecdotes que vous aurez en tête à propos de sa jeunesse, par exemple jusqu'à ses 10 ans, on va dire. Il est à Charleville, donc c'est avec sa mère, 2 sœurs, je crois, et un frère. Oui. Comment ça se passe la vie pour lui dans son enfance comme ça? Alors, bon, ce qu'on sait, on le sait surtout par les témoignages de son camarade Ernest de La Haye, qui a été son camarade, d'ailleurs, je pense, plutôt après les 10 ans, à l'époque du collège, plus qu'à l'époque de l'institution Rossa, où il avait été à l'école primaire, je pense. Donc, il ne faut pas prendre nécessairement toujours au pied de la lettre ce qu'écrit de La Haye. Ce qu'on sait, c'est que et puis il l'exprime lui-même dans certains poèmes en particulier, au sein de cette famille, il avait des aspects, je ne dirais pas d'enfants rebelles, mais enfin d'enfants qui n'étaient pas complètement dans le troupeau, c'est le moins qu'on puisse dire. On a raconté, d'ailleurs, je crois que c'est de La Haye qui s'en fait l'écho, que quand Madame Rimbaud les emmenait tous les 4 à l'église catholique, il essayait chemin faisant de s'écarter et d'avoir déjà ce qu'il a appelé plus tard sa liberté libre. Bon, moyennant quoi, il ne faut pas non plus exagérer. Rimbaud a fait sa première communion. On a même, autant que je me souvienne, une photographie de son frère Frédéric et de lui en première communion. Il n'a pas été un enfant révolté. S'il y a eu révolte, c'est plus tard, c'est au temps de l'adolescence, et l'écriture étant une écriture adolescente à ses débuts, il est normal que cette révolte s'exprime. Après, donc, on sait qu'il il a composé des poèmes sur cette période, donc il y a les poètes de 7 ans, par exemple, c'est ça, où il écrit un peu comment il vit son éducation, notamment, son rapport à sa mère, et son père, ça c'est un détail, est absent, déjà, il a abandonné la famille. Alors, son père, qui était militaire de carrière, effectivement, semble avoir quitté la famille après la naissance de la dernière fille, Isabelle, en 1860. Bon, selon les biographies, la date précise varie, tantôt c'est 60, tantôt c'est 64. Disons que c'est entre ces 2 dates que cette absence totale du père apparaît. C'était de toute façon un père en grande partie absent. Par sa carrière, même quand il était en France, bien, il était en garnison à tel ou tel endroit et pas à Charleville-Mézières. Ce qui est sûr, c'est que cette absence du père a marqué Arthur, et je pense en particulier là à
un poème dont on a retrouvé récemment la première version qui a pour titre Famille maudite, la première édition. Un poème où on interprète le soleil qui disparaît comme le père qui s'en va et la rivière qui court comme la mère qui court après le père. Ouais. On simplifie beaucoup le poème, évidemment, en l'interprétant de cette façon, mais qu'il y ait quelque chose de cela, je n'en serais pas quand même totalement surpris. Alors, un détail sur ce point qui est quand même caractéristique. En 1878, autant que je me me rappelle plus la date exacte, Rimbaud se trouve à Gênes, sur le point de partir en bateau pour Alexandrie. Il part, effectivement. Il ignore complètement que ce jour-là, son père meurt. Son père meurt à Dijon, où il s'était retiré, d'ailleurs avec une compagne. Et de cette mort du père, autant que je sache, il n'est pratiquement jamais question. Alors que ça n'était tout de même pas pour lui un étranger total, loin de là. Il a demandé, quand il était en Orient, les papiers de son père, dans lesquels il y avait des documents sur les pays arabes dans lesquels il avait vécu, dans lesquels il y avait, je crois, même le manuel, en quelque sorte, avec lequel il avait appris la langue arabe, et un retour vers ce père absent via l'intérêt majeur qui était pour lui le sien pour les pays arabes. Oui, son père aurait écrit, je crois que c'est pas de la cartographie, mais c'est des descriptions de paysages. Non, je sais pas ce qu'il n'a pas écrit un texte. Non, je ne sais plus. Je sais en tout cas qu'il a laissé des papiers, qui sont certainement d'ailleurs encore aujourd'hui en archives. Je ne sais pas si c'est à Charleville ou ailleurs, moi je ne les ai jamais consultés, mais dont Arthur avait absolument besoin quand il était à Aden et à Harare. C'est fou ça. À l'école, j'ai entendu que c'était Henri Guillemin qui disait que en fait, Rimbaud n'était pas un si bon élève. Tout le monde en fait un génie sur toutes ces années, mais après, il était très bon à la fin de sa scolarité, ou je sais pas, bon, on fait de Rimbaud un génie, apparemment c'est quand même un précoce. Il est précoce dans... Alors, si vous voulez ma réaction, ce n'est pas parce que je suis agrégé de lettres classiques et porté sur le latin et le grec, mais là, il y a quelque chose qui me donne en tout cas un élément de réponse. Rimbaud a été, vous le savez, excellent en latin, puisque on a de lui des vers latins qui figurent dans toutes les éditions intégrales de ses œuvres aujourd'hui, et des poèmes si réussis qu'ils ont été primés au concours de l'Académie de... Enfin, certains ont été primés au concours de l'Académie de Douai. Il y en a seulement un de ces devoirs primés qui incite à nuancer l'admiration qu'on pourrait avoir pour le très bon élève Rimbaud. C'est une traduction qui s'inspire très 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 fortement d'une autre traduction, je crois d'une traduction que François Coppée avait faite. Mais tout de même, et puis on a le témoignage de son professeur Georges Isambard en première, il était à la fin un élève tout à fait remarquable. Ce que je n'ai pas réussi à savoir, et c'est un point qui m'intéressait, j'en parlais l'autre jour avec Jacques Bienvenu, justement, à notre réunion des Amis de Rimbaud, c'est pour le grec. Il lui arrive de faire allusion à la Grèce antique, en particulier au début de la lettre du voyant que vous citiez tout à l'heure. Et Jacques Bienvenu me disait, il est pratiquement sûr que, faisant les études de latin telles qu'il les a faites, à l'époque, il faisait aussi des études de grec. Et puis on a quand même quelques traces, vous vous rappelez peut-être dans une de ses premières lettres, il compare un poème de Louisa Siffert, la jeune poétesse lyonnaise, de la poésie grecque, à Antigone, aux plaintes d'Antigone. Moi je pense qu'il a quand même été toujours un assez bon élève, mais avec ses caprices d'enfant, avec ses petits reculs. Alors on en a
quelque chose dans les poètes de ces temps, que vous citiez tout à l'heure. Sa mère lui impose le livre du devoir, peut-être la Bible, peut-être le catéchisme, mais peut-être aussi, tout bonnement, un livre scolaire, et il est réticent. Hein. Et puis, on se rend bien compte que, en tout cas, dans ses premiers temps d'école, je pense là à ce document auquel on donne le nom abusif de cahier des 10 ans, il y a plus qu'une pointe très vif contre les marchands de grec et les marchands de latin qu'on veut lui imposer. Hein. Ouais. C'est la lettre qui s'achève, c'est le texte qui s'achève, vous savez, par Saperlippote, Saperlipopouille, etc., etc. Il a envie de jeter tout cela par-dessus bord. Mais il a tout de même été très marqué par cela, ça il ne faut pas l'oublier, c'est un poète qui a une très grande culture, une culture qui était moins rare à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui chez un élève, qui l'a marqué, et qu'en tant qu'écrivain, je dirais, il n'a jamais rejeté violemment. Il l'a rejeté quand il avait une dizaine d'années, là, parce que ça l'embêtait, hein, mais... quand il crée, il y a des images qui reviennent, il y a des figures mythiques qui repassent, et parfois avec ironie, mais pas toujours. Oui. D'accord. On a là en fait le portrait, pour commencer, d'un espèce de petit génie, parce que c'est vrai qu'il excellait dans la versification latine en tout cas. Et alors, il est rebelle aussi, il est un peu révolté, et il fugue. Alors, c'est vrai qu'on est en pleine période, on est en pleine explosion, et Rimbaud va fuguer plusieurs fois. Alors, il va être appelé par la capitale qui est Paris, pour devenir poète, et à la fois, il a une sorte d'emportement pour la commune, je crois. Voilà, alors là il faut procéder à pas lents, si je puis dire, en 1870-1871, puisque la commune ne commence que le 18 mars 1871. Mais il est sûr qu'à partir de juillet 1870, il entre, comme beaucoup de Français de l'époque, dans une période difficile, et dans une période qu'il a ressentie lui-même cruellement, avec très vite des témoignages frappants. Je pense en particulier à cette magnifique lettre d'août 1870 qu'il écrit à son professeur Georges Isambard. Georges Isambard qui avait été, à partir de janvier 70, son professeur de rhétorique, comme on disait à l'époque, puisque notre classe de première, c'était la classe de rhéto. Georges Isambard qui avait remarqué évidemment le caractère exceptionnel de cet élève, qui l'avait encouragé dans des lectures, qui avait lu certains de ses vers, et qui s'était fait même rabrouer indirectement par Madame Rimbaud, qui n'aimait pas cela. Georges Isambard était parti en vacances très tôt, surtout avec la menace de la guerre, à Douai, où habitait ce qui lui tenait lieu de famille. Et dans cette très belle lettre, autant que je me souvienne, c'est le 24 août 1871, Rimbaud expose, tout en faisant part de ses lectures. Isambard lui a permis d'avoir accès à sa chambre et donc à ses livres. Il se vante de connaître un recueil de Verlaine que Georges Isambard ne connaît pas, que d'ailleurs lui-même ne peut pas connaître. C'est un recueil que Verlaine parviendra à publier que plus tard. Et on sent, en tout cas dans cette lettre, son mépris pour la guerre qui vient d'éclater, pour la population de Charleville qui se croit l'âme militaire, et sans qu'il soit nommé, se pose là un problème familial en quelque sorte, c'est-à-dire sa relation avec son frère aîné, Frédéric, son aîné d'1 an. Frédéric qui a voulu, lui, partir pour la guerre, jeune comme il était, et qui, autant que je me souvienne, a été pris dans le siège de Metz, et libéré au bout
bout d'un certain temps seulement. Rimbaud n'avait nullement le goût de ce genre d'engagement. Son goût, comme vous le signaliez tout à l'heure, c'était de fuir. Oui. Et sa première fugue va se situer là, le 29 août 1870, avec l'arrivée si difficile à Paris, où il n'a pas le bon ticket parce qu'il a été obligé de faire un détour. Oui. Et il est donc arrêté, même emprisonné, jusqu'à à peu près à l'abdication de Napoléon III, hein, en septembre, 4 septembre 1871, 1870. Ouais, Pardon. Alors la commune se situe donc plus tard, Mhm. et entre les deux, un second séjour à Paris, qu'on considère d'habitude comme plus autorisé par sa mère, sans Ah ouais, d'accord. qu'on le sache absolument. En tout cas, où il ne s'est pas exposé aux mêmes rigueurs que celles qui ont été celles de sa mère en 1870. Et il a quitté Paris avant le déclenchement de la Commune. La Commune éclate le 18 mars. Rimbaud a déjà regagné Charleville à cette date-là. Et ce qui reste en question, c'est est-il revenu à Paris au moment de la Commune, ou son attachement à la Commune est-il de loin en quelque sorte, hein. Ouais. Puisque vous faisiez allusion tout à l'heure à cette lettre du Voyant, hein, qui date du 15 mai 1871, on a aussi une lettre à Isambard qui est parfois regroupée sous le même nom, le 13 mai. Ce sont des lettres où il témoigne son attachement au peuple parisien révolté, hein, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il soit à Paris à ce moment-là. Et à mon avis même, c'est tout à fait peu probable. Hein, Ouais. tout à fait peu probable. Et il y a le poème c'est ça, du cœur supplicié ou du cœur du pitre. Oui. Qui mon triste cœur, bah voilà. Oui, c'est ça. Alors de cœur, il est avec les communards, hein, ouais. mais rien ne nous certifie qu'il ait été militant dans la Commune et même qu'il ait été présent à Paris à ce moment-là. Il a très bien pu vivre intensément cela, tout en étant à Charleville, et peut-être d'ailleurs d'une certaine manière tout en souffrant d'être à Charleville. Ouais. Comme Rimbaud est de fin d'année, là, il est très jeune, en 1870, il doit avoir 16 ans à peu près. Alors, oui, il est né octobre, 20 octobre, autant que je me souvienne, je crois, 54, hein, donc il a 16 ans, effectivement, en octobre 70. Ouais. Mais il a toujours tendance à se vieillir, vous savez. Oui. Sa première lettre à Banville où il se donne 17 ans, je crois, alors qu'il ne les a pas. Comme un adolescent qui a envie de tout conquérir. Et là, on avance déjà vite, c'est-à-dire qu'on peut en venir maintenant peut-être aux deux lettres du Voyant, donc une à Démeny et une à Isambard. Donc Isambard 13 mai 71 et Démeny 15 mai. Et grande différence entre les deux. La deuxième est beaucoup plus longue, beaucoup plus... c'est celle-là surtout qui m'a beaucoup bouleversé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Qu'est-ce qu'il raconte dans ces deux lettres du Voyant Alors, je dirais qu'il y a effectivement la lettre courte, la lettre longue. Elles sont quand même intenses l'une et l'autre. Ouais. Mais tout le début de la lettre à Démeny, quelque chose de railleur. Hein. Il reproche à Démeny en quelque sorte d'être redevenu professeur, parce qu'il avait pris un poste, je crois, à Cherbourg à ce moment-là, donc d'être conformiste d'une certaine manière. Il a peur qu'Isambard ne comprenne pas vraiment ce qu'il est devenu, et je dirais qu'il a presque tendance à forcer la note, d'ailleurs, hein, presque pour scandaliser Isambard. Ouais. La lettre à Démeny est beaucoup plus développée, et là, je pense que ça s'explique par deux raisons. La première, c'est qu'il a confiance en Démeny. J'expliquerai pourquoi dans un instant. Oui. Et la deuxième, c'est que Démeny est poète lui-même. Hein. Il était poète de tendance parnassienne, disons. Il est vraisemblable que Rimbaud avait quand même un certain recul à l'égard d'une poésie qui lui paraissait déjà, je ne dirais pas démodée, mais enfin
en retard par rapport à ce que lui, si novateur, envisageait. Mais il pouvait s'exprimer avec Demny d'une manière beaucoup plus confiante, beaucoup plus longue, beaucoup plus complète. Ouais. Ce qui s'explique par la fin de son séjour à Douai, où Isambard, cédant aux instances de Madame Rimbaud, obligeait Arthur à repartir, Ouais. et où Rimbaud cherchait une sorte de refuge chez Demny, à tel point que c'est à lui qu'il a confié ce qu'on appelle les cahiers de Douai, ou quelquefois Ouais. le recueil Demny, c'est-à-dire l'ensemble pratiquement de ses poèmes de 1870. Ouais, ouais. Donc il estimait que Demny serait à l'écoute bien davantage et pouvait mieux comprendre l'évolution qui se produisait en lui. Alors une évolution évidemment sidérante, hein, puisqu'il y a des... Il dresse le portrait du poète comme un voyant. Oui, alors la formule revient dans les deux lettres, hein, mais avec des développements plus longs et dans la lettre à Demny, et parfois avec des développements qui auraient pu choquer Isambard et que Rimbaud pensait pouvoir faire accepter davantage de Demny. Ouais. Il y a des formules d'ailleurs si fortes qu'encore aujourd'hui, on hésite à les commenter, on hésite à savoir exactement ce qu'il entendait par là. Je pense en particulier au poète est vraiment voleur de feu, hein, une expression qu'on ne cesse de commenter, dont on ne trouvera peut-être jamais la signification authentique. Ouais. C'est vrai, après, bon, on a les passages connus, quasiment cultes, du mythe réalité Rimbaud. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Oui. Donc ce dérèglement de tous les sens a été commenté et a été utilisé à toutes les sauces. Mais il l'avait bien voulu. ouais. En tout cas, ça a été effectif, hein, ça a produit de l'effet. Il l'avait bien voulu. Vous savez, moi j'ai utilisé dans un de mes livres, dans le titre même, ce qui avait été sa signature dans une lettre adressée à Isambard le 2 novembre 70, à son retour de Douai, la signature Ce sans cœur de Rimbaud, donc on fait sursauter quand même, et alors dans la longue lettre à Demny, c'est encore beaucoup plus frappant. Oui. Et on a quand même pas mal de thèmes dans cette lettre qui peuvent nous en dire plus sur la vision à ce moment qu'a Rimbaud de la poésie. Déjà, il nous fait une espèce d'histoire brève, de contre-histoire brève de la poésie, où il balance... Tout le monde est presque balancé. Alors la poésie classique toute poésie classique aboutit à la poésie grecque, mais il balaye toute la poésie classique, toute la poésie romantique, vu qu'il y a quelques exceptions aujourd'hui. Avec au passage quelques petits coups de griffe. Ah ouais, oui. Pour tout le et monde. En même temps, avec aussi des nuances presque... on est partagé quand on lit cette longue lettre du voyant par l'aspect vigoureux, hein, et par des nuances. Hein. Vous parliez de cette très longue liste de poètes, hein, dont le point de départ est de chercher quels ont été les voyants avant lui. Hein. Ça commence par Lamartine, qui a été un tout petit peu voyant, et puis Hugo aussi, quelquefois. Il aime beaucoup Les Misérables. Et puis on en arrive à Baudelaire, un vrai Dieu, un vrai Dieu, le grand voyant avant lui, en quelque sorte, mais d'un autre côté, une forme qui lui paraît trop traditionnelle, trop esthète, et pour lui décevante. À un moment, c'est vrai, où lui qui a utilisé la versification classique, on peut le dire, jusqu'à ce moment-là, commence à chercher à libérer le vers. Oui. Et donc là, on a à la fois un cheminement littéraire de Rimbaud et son cheminement de vie aussi, parce qu'il s'installe cette fois-ci à Paris. Donc il rencontre Verlaine et apparemment il a eu un échange avec Verlaine, vu que Verlaine lui dit « Chère grande dame, venez, on vous attend ». Et voilà. Alors le 15 juin 1871, il n'a pas encore rencontré effectivement Verlaine. Hein. La rencontre va se produire à la fin de l'été,
au mois de septembre, vraisemblablement. Ils ont échangé des lettres pendant l'été. Rimbaud a envoyé également des poèmes. Mais alors, vous voyez, il y a une chose qui m'a toujours frappé, moi, dans cette énumération de poètes de la lettre du voyant, c'est que ça aboutit à deux sommets en fin de liste, hein, les deux vrais voyants d'aujourd'hui, si je puis dire, hein, Verlaine et Albert Merat. Alors, quand on lit ça, on est suffoqué, on dit Merat, qui est-ce, qu'est-ce qu'il vient faire là, etc., etc. Alors, c'est là que je pense que le jeu des rencontres, ou peut-être de quelque chose qui est de l'ordre de la publicité de l'époque, peut jouer. Non que Merat soit d'ailleurs un poète négligeable, mais de là à en faire un pré-voyant, moi, ce que j'en ai lu, en tout cas, ne me donne pas cette impression. Et Verlaine lui-même, on en est au premier recueil de Verlaine. Hein. Verlaine peut-il même être considéré comme un voyant dans les poèmes saturniens ou dans les fêtes galantes? Ce n'est pas une évidence absolue. C'est pas la qualité de voyant telle qu'elle apparaît la même année dans le bateau ivre de Rimbaud. Oui. Surtout que Rimbaud parle de poésie objective. Oui. Et on a surtout, je sais pas, pour Verlaine, ça c'est moi qui suggère ça, c'est pas vraiment de la poésie objective, on a plutôt de l'expression très subjective, personnelle, souvent sentimentale. Ouais. Et donc oui, on a tout ce projet de voyance, de se rendre voyant, notamment par l'encrapulement. Il va trouver un très bon compagnon d'encrapulement avec Verlaine à Paris. Donc Verlaine lui-même, je crois qu'il a été communard, il était rédacteur pendant la Commune. Oui, il a été mêlé à la Commune. Mêlé, c'est pas pareil. Oui. Mais vous savez, il occupait un poste très délicat, hein, puisqu'il travaillait à l'hôtel de ville de Paris, qui était au centre des opérations. A-t-il été communard de cœur, allez savoir. Communard d'action, c'est pas tellement dans son tempérament, hein, mais il a été embêté par ça, et surtout par la suite, hein, recherché, parce qu'on trouvait traces sans doute de sa signature ou de son écriture dans les documents officiels. Il était certainement beaucoup moins communard intérieurement que ne l'a été Rimbaud. Et à ce moment-là, Verlaine vit chez les parents de sa femme, qui est Mathilde Mottet, c'est ça les Mottet. Rue Nicolet à Montmartre. Ah, c'est à Montmartre. Oui, alors on voit encore la maison aujourd'hui, hein, rue Nicolet, j'y suis allé plusieurs fois. La seule différence, je crois, c'est que elle a grimpé d'un étage et elle a été agrandie, mais tout de même la maison donne bien l'idée de ce que ça pouvait être à l'époque, et la rue aussi. C'est donc là qu'il a été accueilli par les beaux-parents de Verlaine, en tout cas par Madame Mottet. Monsieur Mottet était absent à ce moment-là, et vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire que Verlaine l'avait manqué à la gare de Strasbourg, ce qui est notre gare de l'Est aujourd'hui. Il l'attendait avec Charles Cros, puis ils ne se connaissaient pas, donc il ne l'avait pas vu passer. Et quand il est arrivé chez ses beaux-parents rue Nicolet, il s'est aperçu que Rimbaud était déjà installé. Ce qui a duré, je crois, une quinzaine de jours, à cause du retour proche de M. Mottet qui était allé chasser en Normandie. Et comme M. Mottet n'était pas quelqu'un de commode, comme on s'était rendu compte quand même que Rimbaud ne mettait pas toujours les formes, Verlaine a préféré aller le loger ailleurs, et ça a été, comme vous le savez, toute une série de logements divers, l'un des plus pittoresques étant l'accueil chez Théodore de Banville, qui va être une sorte de chambre de bonne, hein, et Rimbaud obligé de partir parce qu'il s'était montré nu à la fenêtre. Ah ouais, justement, si vous aviez toutes ces anecdotes, alors je sais pas s'il y en a qui sont vraies ou d'autres fausses, l'épisode de la canépée en pleine session de poésie. Oui, chez les vilains bonshommes. Chez les vilains bonshommes, enfin toutes ces anecdotes, vous en auriez quelques-unes à nous raconter sur cette époque, sur son dérèglement d'essence justement? Alors, c'est difficile, hein. C'est difficile parce que tout cela, on le sait par des racontards un peu plus
plus que par des certitudes. Ouais. Je vais quand même vous livrer quelque chose. Vous savez qu'il fréquentait avec Verlaine ce qu'on appelait l'Académie d'Absinthe. C'était très exactement au 196 de la rue Saint-Jacques. Ça m'amuse toujours beaucoup parce que dans mes années de Sorbonne, j'allais manger toujours au 196 rue Saint-Jacques, qui était devenu à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, un restaurant chinois. D'accord. En savant que c'était... En sachant que c'était là. Okay. Sachant que c'était là. Donc l'Académie d'Absinthe, parce que le patron avait mis 40 tonneaux de vin, j'imagine plus que d'absinthe. 40 tonneaux pour parodier les 40 membres de l'Académie française. Et voilà, alors il se trouve que d'un homme très important, que je ne nommerai pas par discrétion, je reçois un jour un coup de téléphone, j'étais dans le métro. Monsieur le professeur, me dit-il, j'ai entre les mains une lettre de Verlaine et je voudrais que vous m'éclairiez. C'est une lettre très courte de 2 lignes. Ça commence par mon chéri et ça continuait par fixons-nous rendez-vous à l'académie ou si tu ne peux pas à tel autre endroit. Hein. Alors ma réponse immédiate, et ce sera encore la mienne aujourd'hui, c'est l'Académie. Je vois très bien ce que c'est. Ça ne peut être que l'Académie d'Absinthe, l'Académie d'Absinthe, parce qu'eux, ils parodiaient ça en Académie d'Absinthe. On retrouve ça sous la plume même de Rimbaud, dans une lettre à Delahaye. Mais alors, bon chéri, tout dépend de la date de la lettre. Hein. Et mon sentiment, c'est que c'était trop tardif pour que ce soit Rimbaud. C'était peut-être Lucien Létinois, en tout cas un autre des chéris de Verlaine. D'accord. Ouais. Alors, pour moi, c'est cette vie de débauche, c'est beaucoup dire, mais cette vie dissolue que Verlaine et Rimbaud ont menée ensemble à Paris, elle est liée pour moi à un lieu comme l'Académie d'Absinthe. Ouais. Il y a une autre... un autre lieu qui est un peu énigmatique à cet égard, je passe très très souvent par là et je cesse d'y penser, rue Campagne Première. Verlaine avait loué pour Rimbaud, en colocation en quelque sorte, une chambre avec le peintre Louis Forain. Hein. D'accord, oui. Et il y a un poème de Rimbaud qui s'intitule Jeune ménage, qu'on interprète toujours à la lumière de cette chambre de la rue Campagne Première, mais qu'on interprète à peu près toujours aussi comme une chambre partagée par, non pas Forain et Rimbaud, mais Verlaine et Rimbaud. Ah oui. Ce qui est certain, c'est que Forain, à partir d'un certain moment, a cherché une autre chambre. Je crois qu'il a logé rue Saint-Jacques, justement, par la suite. D'accord. Et alors, l'épisode de la canapé. Alors ça, c'est l'épisode Carja. Hein. Okay. C'est l'épisode Carja. Bon, très tôt, vous le savez, très, très peu de temps après son arrivée à Paris, Verlaine a introduit Rimbaud dans ce qu'on appelait le cercle des vilains bonshommes, c'est-à-dire un cercle de poètes essentiellement, de parisiens, qui n'était pas fréquenté d'ailleurs uniquement par des poètes d'avant-garde ou des poètes aussi libres que pouvait l'être Verlaine. Et lors d'un... Alors, on dit, mais on a une preuve écrite à cet égard, que pratiquement dès la première séance, Rimbaud a été remarqué, car c'est là qu'il aurait lu pour la première fois le bateau ivre. Hein. On a un échange de lettres entre 2 membres de ce cercle des vilains bonshommes à ce sujet. On sait aussi que Mallarmé, une fois, a vu Rimbaud, mais dans le témoignage qu'il a laissé, il dit que ce jour-là, Rimbaud n'avait rien lu. Hein. C'était aussi un grand admirateur du bateau ivre, Mallarmé. Alors l'épisode Carja se situe plus tard, se situe au début de l'année 72, là, dans un restaurant qui se situait près de l'église Saint-Sulpice.
il y a une scène, hein, et Rimbaud s'en prend à un poète qui était également photographe et plus connu comme photographe que comme poète. Et on a même des photos de Rimbaud faites par lui, Étienne Carjat. Et il aurait brandi une canne épée appartenant à Verlaine, on aurait menacé Carjat et du coup aurait été expulsé de ce cercle des vilains bonshommes. Et plus que cela, quasiment obligé de quitter Paris et de regagner Charleville. Alors il y avait une autre raison à cela, c'est la brutalité de Verlaine vis-à-vis de sa femme Mathilde, malgré la naissance du petit Georges à l'automne 1871, la guerre que faisait le beau-père, Monsieur Montet, les menaces en justice même, et Verlaine a cru prudent de recommander à Rimbaud de prendre la route de Charleville, où il a passé en effet une grande partie du printemps 1872, avant le retour, en mai 72, et avant ce qui va devenir évidemment la date la plus frappante, autant que je me souvienne, le 7 juillet 1872, où Rimbaud erre du côté de Montmartre, croise par hasard Verlaine dans la rue un dimanche matin. Verlaine est à la recherche d'un médicament pour sa femme Mathilde qui est souffrante, et c'est là qu'ils décident de partir ensemble pour le voyage qui va devenir le voyage à Bruxelles. Voyage d'ailleurs qui n'est pas sans avoir posé un problème, puisqu'ils avaient d'abord pris la ligne du Nord, à la gare du Nord, avec arrêt en gare d'Arras, autant que je me souvienne. Et puis là, un petit scandale au buffet où Rimbaud tient des propos que tout le monde entend, qui alertent la police même. On les prie de regagner Paris, d'où ils vont repartir là en direction de Charleville, probablement donc par la gare de Strasbourg, notre actuelle gare de l'Est, et avec beaucoup de précautions, en particulier beaucoup de précautions au moment de passer la frontière pour aller en Belgique. En Belgique, oui. Mais parce que c'est vrai qu'on est dans les Ardennes avec Charleville, donc c'est tout près. Voilà. Et là, on a tout cet épisode d'errance entre Bruxelles, après plus tard il y aura Londres, Verlaine et Rimbaud. Et donc, vraiment là, une nouvelle période. Une nouvelle période, c'est nouveau. Est-ce qu'on peut penser que Rimbaud a déjà commencé à écrire Une saison en enfer à partir de là, ou... Alors, a commencé à écrire, a déjà commencé à concevoir, parce que c'est vrai qu'il l'écrit quand il est dans la ferme à Roche, je crois. Mais... Alors, concevoir, difficile à dire, difficile à dire. Surtout pour quelqu'un qui est aussi rapide dans l'exécution que lui. Alors, ce qu'on sait tout de même avec certitude, vous y faisiez allusion, c'est que lors d'un retour à Roche, au printemps 1873, qui n'est pas dû à une rupture entre Verlaine et lui, mais une raison circonstancielle. Je crois que Verlaine devait retourner dans les Ardennes, dans la famille d'une de ses tantes pour des questions de succession. Verlaine, lui, revenant dans sa famille et dans la ferme de Roche, il a entrepris d'écrire ce qu'il présente dans une lettre à Delahaye comme livre païen ou livre nègre. Donc on a toujours dit, j'avoue moi aussi, que c'était un point de départ pour ce qu'allait être Une saison en enfer. Pour ce qui est d'Une saison en enfer, la certitude que nous avons, c'est qu'il a terminé au mois de septembre 1873, donc après l'incident du 10 juillet à Bruxelles, les coups de revolver tirés par Verlaine sur lui. Il est blessé au poignet. Blessure au poignet, oui. Une seule des balles, mais suffisante quand même pour qu'il en ait été marqué. Sa plainte auprès d'un agent de police, d'où l'emprisonnement de Verlaine et la suite. Et c'est donc très certainement après l'incident de Bruxelles que l'essentiel d'Une saison en enfer a été écrit. Si vous voulez, il a très récemment repris ce projet de livre païen, de livre nègre, dans ce qui est devenu Une saison en enfer. On a conservé les brouillons d'Une saison en enfer. Certains des brouillons, ils figurent généralement dans les éditions
dont nous disposons, Oui. une première version de certains textes, et c'est pas quelque chose qu'il a écrit comme ça en 3 jours. Hein. Oui, oui, oui. C'est une œuvre qui a été méditée en quelque sorte, et c'est une œuvre qui assurément porte à la date où elle est achevée, en septembre 73, la marque de cet événement bruxellois et des suites, Ah, pardon. bon, qu'il ne faut pas aggraver plus qu'on ne peut le penser, hein. Pas une rupture absolue à cette date-là, hein. Ouais. La rupture qu'on peut considérer comme absolue sans qu'elle le soit d'ailleurs tout à fait et plus tardive, il faut la dater à mon avis, de décembre 75. Ouais. Entre-temps, il y a eu la libération de Verlaine en janvier 75, la hâte de Verlaine pour retrouver Rimbaud à Stuttgart, Ouais. un séjour bref et vraisemblablement se terminant mal, même si ça n'est pas dans la violence absolue que certains ont dite, mais en tout cas changeant assez considérablement leurs relations. Des échanges de lettres dans la période qui ont suivi, des lettres, il faut bien dire, de Verlaine plus que prudentes, hein, plus que réticentes, Ouais. car Verlaine se rendait compte au fond que il avait été exploité par Rimbaud, en particulier exploité financièrement. Hein. Ouais, Comme il avait des ouais. revenus par sa mère, il se rendait compte que Rimbaud était accroché à lui à cause de cela. Et la dernière lettre de Verlaine à Rimbaud, qui date donc de décembre 75, est véritablement une lettre d'adieu en quelque sorte. Adieu. Bon, ajoutez à cela que pour Verlaine, pour Rimbaud, c'était une période difficile. Il venait de perdre sa première sœur. Non, c'est pas Vitali. Si, Vitali, hein. La seconde Vitali, parce que la première Vitali Oui. était morte très jeune, et lui-même était entré dans une période différente de son existence. Ouais, ouais, ouais. Que cette rupture ait été intérieurement totale, je ne parviens pas à le croire. Verlaine n'aurait pas pris soin d'écrire par la suite le texte sur Arthur Rimbaud dans Les Poètes maudits, ne se serait pas entremis pour faire publier les Illuminations et rééditer Une saison en enfer dans la Vogue en 1886. Et finalement, c'est Verlaine qui nous a permis de connaître Rimbaud. On pourrait très bien imaginer un Rimbaud restant inconnu. Ouais, ouais. Il avait publié en tout 3 poèmes, hein, quand même très très peu, et Une saison en enfer, dont on a cru que l'éditeur bruxellois avait détruit les exemplaires, ce qui était faux, puisque ce résidu d'exemplaires a été retrouvé au début du XXe siècle, et si vous en trouvez un exemplaire quelque part, gardez-le précisément, Ne dites à personne. car ils sont cotés. Ouais. J'aimerais beaucoup. Ouais. Mais on en a un très beau facsimilé. Hein. Ouais, On a un très beau facsimilé. On a un facsimilé dans un même volume d'Une saison en enfer 1873 et de la première édition des Illuminations par les éditions de la Vogue. Ouais. Donc non pas la revue, mais quand ils ont réuni ce qu'ils avaient mis dans la revue dans le recueil que nous connaissons sous ce titre. Alors un mot tout de même à propos des Illuminations, j'aurais dû le dire tout à l'heure. Il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué et frappé. Je vous ai dit que Claudel avait découvert Rimbaud dans la Vogue, il le dit lui-même, les Illuminations et Une saison en enfer, mais je dirais presque un coup de chance qu'il n'ait pas commencé par le premier poème qui a été publié dans la Vogue en cette année 1873, je crois que c'était au mois d'avril, dans le tout premier numéro, Ouais. un poème en vers, Les Premières Communions, un poème particulièrement anticlérical et satirique à l'égard de cette communion qu'il avait pourtant faite. Ouais. Et si, à la veille de son retour à la religion catholique, Claudel était tombé sur ce texte, il n'aurait peut-être pas eu la même réaction que celle qui a été la sienne. Ouais. Ah, c'est vrai que là, ça aurait tout changé. Ouais. Très bien. Et alors, est-ce qu'on peut revenir, nous attarder un tout petit peu sur, premièrement, la saison en enfer, Une saison en enfer. Je me souviens que le premier vers, l'introduction, en fait,
dans le prologue, si on peut appeler ça comme ça, c'est « Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. » De quoi il parle quand il dit ça? Bon, je sais que c'est soumis à nombre d'interprétations possibles, mais le festin ancien, je recherchais la clé du festin ancien. Quel est ce festin? Est-ce que c'est une sorte de paradis perdu? Qu'est-ce que cherchait Rimbaud en fait dans sa quête? Bon, alors ma première réaction à ce que vous venez de dire, d'abord, Une saison en enfer n'est pas en vers. Oui, pardon. Non, je le dis parce que très souvent je lis ça, oui. ça n'est pas en vers. Les Illuminations, on peut hésiter pour l'appellation. Ce sont quand même des petits poèmes en prose, sauf à 2 exceptions près. Hein. Mais Une saison en enfer n'a pas la prétention, en tout cas, d'être un texte en vers. Et la forme choisie, d'ailleurs, volontairement, est en prose. C'est un peu, je dirais, non pas en esprit, mais dans la lettre, quelque chose qui est proche d'un récit biblique presque. Voilà. Et ça m'amène à ma seconde réponse. Dans cette première phrase d'une saison en enfer, moi je vois des images bibliques, le festin, la parabole du festin, des choses comme ça. C'est-à-dire que l'art de Rimbaud ici, qui est un art subtil, c'est de reprendre des images bibliques et de les convertir à sa manière, si je puis dire. Exercice auquel il s'est déjà livré dans ce qu'on appelle les proses évangéliques. Et évidemment, qui lui permet d'apporter un tout autre message, tout en partant d'une forme, j'allais dire traditionnelle, enfin d'une forme qui constitue une sorte de modèle dont il use à sa manière et de manière subtile. Oui. Et alors, dans toute cette saison enfer, donc, nous avons différents poèmes en prose, des bons poèmes en prose, et qu'est-ce qu'il décrit dedans? Il décrit en fait tout. On dirait qu'il fait une sorte d'introspection de tout ce que lui a légué la culture occidentale, et même avant le christianisme, c'est-à-dire tout son héritage païen, notamment dans Mauvais Sang, en fait, surtout. Le sang païen revient. Le sang païen revient, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Il est en train de faire une sorte d'introspection, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ça? Bon, je vais essayer de vous répondre en vous disant que votre question est excellente. C'est-à-dire qu'elle va véritablement au fond des choses. Bon, disons, le plus simple, le plus banal et finalement le moins intéressant, c'est qu'une saison en enfer, c'est quand même le point d'aboutissement de cette crise qu'il vient de vivre avec Verlaine, très vraisemblablement dans Délire 2, Vierge folle. Il s'agit quand même bel et bien d'une représentation de cette relation, sans que je sois un adepte absolu de la confusion entre les deux, on ne peut pas en faire l'économie. Mais comme vous le dites très très justement, c'est un retour à soi, c'est un retour en soi. Le texte le plus frappant à cet égard étant Mauvais Sang, probablement celui auquel il a travaillé le premier d'ailleurs, peut-être l'un de ceux qui remontent justement au livre païen, au livre nègre de mai 72, puisque certaines expressions se retrouvent et certains motifs. Et alors, ce qu'il retrouve en lui, eh bien, c'est ce sang païen, antérieur donc aux chrétiens qu'on a voulu faire de lui par l'éducation maternelle, et une remontée à des sources qui sont des sources profondément humaines. Ce qui le conduit au-delà, alors je dirais vers le dernier Rimbaud, ce qui le conduit à une évocation des Africains, des sauvages, de ce qu'il aspirera à être d'une certaine manière quand il prendra le chemin de l'Orient. Donc, un parcours immense, si on veut bien, en imagination, un parcours immense qui est rétrospectif et qui en même temps est prospectif.
Ouais. Et alors, du point de vue proprement poétique, puisque à l'intérieur d'une saison d'enfer, il y a Délire 2, Alchimie du Verbe, donc une méditation, on peut le dire, sur sa propre évolution poétique. Il y a bien le retour en arrière, hein, avec l'évocation de la tentative des voyelles, Ouais. avec des poèmes qui sont encore des poèmes en vers, mais plus libres que ses premiers poèmes, hein, Ouais. et une volonté d'aller au-delà de cela, avec des formules qui, il s'en rend compte, sont telles Ouais. que le pas en avant est si considérable qu'il pourrait en avoir peur lui-même. Hein. Ouais. Il a voulu quitter la vieillerie poétique, mais s'il va trop avant dans la modernité, il a peur de s'y perdre aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est là que prend place quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je dois en parler assez longuement lors d'un séminaire au début du mois de janvier, un séminaire de psychanalyse. C'est là qu'intervient le jeu avec la folie. Oui. C'est-à-dire qu'il fait l'expérience d'une sorte de folie volontaire pour devenir créateur. C'était déjà amorcé dans la deuxième lettre du voyant, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et puis, il se rend compte du danger. Hein. Il se rend compte qu'il y a un terme à mettre à cela, un holà. L'a-t-il vraiment fait? Est-ce que c'est à l'origine de ce qui sera sa décision ultime de ne plus écrire? Ouais. Point d'interrogation pour nous. Est-ce qu'on pourrait donc passer maintenant aux illuminations? Alors j'ai juste une chose à dire. D'abord, c'est que c'est vrai que dans Une saison d'enfer, nous avons Adieu, qui est le dernier poème d'une saison d'enfer. Et ensuite, on voit que c'est pas un véritable adieu, parce qu'il écrit d'autres poèmes. Et il s'ouvre sur une aurore. Il s'ouvre sur une aurore, oui. Et deuxième chose, j'ai vu un titre très provocateur d'un séminaire, je crois, qui s'appelait Les Illuminations, ont-elles été écrites par Rimbaud, parce qu'il y a toute cette affaire Germain Nouveau, en fait, qui est dedans. Est-ce que vous pouvez nous évoquer, donc, Oui. Alors, j'ai lu très attentivement le livre d'Élie Breuil, du Nouveau sur Rimbaud. Hein. Et j'ai eu d'ailleurs l'occasion et la chance d'avoir un long dialogue avec lui dans une université de Lyon, un peu de temps après la publication, où nous avons dialogué de manière très très courtoise, hein, et sans que l'un ou l'autre entre nécessairement complètement dans le jeu de l'autre, bien sûr. Ce que je savais, ce que tout le monde sait, c'est que on retrouve la trace de l'écriture de Germain Nouveau dans les manuscrits des Illuminations, que vraisemblablement Rimbaud a retravaillé sur les Illuminations au cours de son séjour avec Germain Nouveau à Londres en 1875. Oui. Mais de là à considérer Germain Nouveau comme l'auteur des Illuminations, il y a un pas à franchir qu'Élie Breuil franchit aisément, avec preuves philologiques à l'appui. Et moi, comme beaucoup de collègues, je ne vais pas jusque-là. Je ne fais pas ce pas en avant. Mais l'hypothèse est intéressante. Elle oblige au moins à relire attentivement Germain Nouveau, à se rendre compte que c'est un auteur beaucoup plus varié, beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Oui. Donc pour moi, les Illuminations sont bien une œuvre de Rimbaud et j'aurais du mal à me passer de cette affectation parce que cet ensemble me paraît dans la continuité de sa création poétique. Oui. Et vous savez aussi qu'on ne sait pas exactement quand il a commencé à l'écrire. Le témoignage de Verlaine lui-même est variable à ce sujet. Il est très possible qu'il ait commencé à écrire avant Une saison en enfer, mais pratiquement sûr qu'il a terminé après, si du moins il a terminé, puisque rien ne dit que l'état dans lequel on a trouvé ces textes soit un état définitif. Oui. En tout cas, un pas en avant considérable pour la création poétique, hein, et ce n'est pas un hasard si ces Illuminations ont toujours été un véritable modèle pour les poètes qui ont suivi. Oui. On ne peut pas dire
que c'est les quelques petites lâchetés en retard dont parle Rimbaud dans le prologue d'une saison en enfer. Non, ça peut pas être ça. Mais donc il y a cet adieu à la fin d'une saison en enfer qui n'en est pas un parce qu'il aurait écrit les Illuminations peut-être entre 73 et 75. Entre 73 et 75, oui. Ouais. Il est très probable que cette date de décembre 75 dont je parlais tout à l'heure, date de la dernière lettre de Verlaine, date du grand deuil de Rimbaud, est une date de cessation d'écrire. Ouais. En tout cas d'écrire une œuvre littéraire. Une œuvre littéraire. Donc on a ces Illuminations, l'ordre même des recueils. Si on achète un recueil aujourd'hui des Illuminations, on a un ordre de poèmes qui est complètement arbitraire, parce que évidemment... Oui, alors c'est très compliqué parce qu'on dispose de manuscrits qui ne se présentent pas toujours de la même manière. Hein. Alors il y a parfois des poèmes qui se suivent sur le manuscrit, d'autres qui sont indépendants les uns des autres, avec des variations dans l'écriture. Ouais. Même je vous le disais, apparaît mais fugitivement l'écriture de Germain Nouveau à un certain moment. On ne peut absolument pas fixer un ordre définitif des Illuminations. Et je dirais qu'on n'en a même pas absolument besoin. Ouais. Bon, on s'est habitué à une certaine image, on s'est habitué en particulier à ce que ça se termine sur Génie, que Yves Bonnefoy considérait comme le chef-d'œuvre absolu de Rimbaud, non sans raison d'ailleurs. Ouais. Non sans raison d'ailleurs, mais c'est peut-être notre goût de trouver un point de perfection final dans une œuvre littéraire qui nous conduit à cela. Oui. Juste un petit mot sur ce que racontent les Illuminations, si vous pouvez. On voit que c'est un monde alors là où éclatent des formes de partout, on a un vocabulaire très riche, très chargé. C'est habituel chez Rimbaud, mais là c'est vraiment au summum, c'est assez incroyable. Et c'est très percutant, on a l'impression que c'est un monde justement de flash, d'éclairs, d'éclats de lumière. Vous savez, un livre qui s'appelle Éclat de la violence, je crois. Oui. Et c'est sur les Illuminations. Oui. Et voilà, je trouve que le titre en parle, déjà évoque assez bien ce qui se passe. Oui. Moi, une idée que j'ai eue très tôt et à laquelle je reste attaché, même si j'apporte plus de nuances qu'il y a 30 ans ou 40 ans, c'est que le titre même sur lequel on le connaît, qui n'a pas la garantie de Rimbaud, encore une fois. Illumination, pour moi, s'éclaire à la lumière que la lumière fut dans la Bible. C'est-à-dire que Rimbaud a voulu recommencer, recréer le monde. Insatisfait de ce Dieu dont il ne voulait pas, insatisfait à beaucoup d'égards de ce monde prétendument créé par le dit Dieu, il a voulu le recréer par son verbe poétique à lui, qui se substitue au verbe divin. Bon, ça a quelque chose d'excessif, évidemment, dans une présentation de ce genre, mais c'est une ambition latente, et probablement quand même consciente, avec cette distance que Rimbaud sait lui-même mettre entre quelque chose qu'il lance et puis la réalité. Donc une récréation du monde par le verbe, par le verbe poétique. C'est ça, d'accord. Maintenant, vu qu'on arrive à notre heure, normalement ça durera 1 heure, est-ce qu'on pourrait très brièvement évoquer ce qui est devenu Rimbaud par la suite, c'est-à-dire qu'il est devenu, il a voyagé, il est devenu négociant au Harare, et qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je dirais, il s'est passé quelque chose qui n'est pas nécessairement anormal. Oui. Si on faisait le compte de tous les adolescents qui ont écrit et puis qui, à partir d'un certain moment, ont arrêté d'écrire, on n'en finirait pas. Moi-même, j'en ai connu. Parmi les étudiants que j'ai connus, des poètes de 16 ans ou des poètes de 20 ans qui ont, par la suite, complètement arrêté d'écrire. Rimbaud se rendait-il compte de l'importance de son œuvre? Certainement pas. Certainement pas. Je veux dire, se rendait-il compte de ce qu'officiellement ça pouvait devenir? Il aurait été peut-être le premier sidéré s'il s'était aperçu que le bateau ivre, comme je l'ai signalé, est classé par les Français en numéro 1 de la poésie française. Voilà. Donc, mais j'ajouterai ceci, dont je reste persuadé, et ça sera peut-être ma conclusion d'ailleurs. Oui. Je suis persuadé que Rimbaud a toujours été un homme qui allait de l'avant. Et je vais vous faire sourire,
parce que je suis tenté par une formule que je vais reprendre sans avoir osé le dire à haute voix lors de la prochaine réunion de l'Assemblée générale Rimbaud le 18 novembre, Rimbaud en marche. Hein. Et je ne suis pas un inventeur à cet égard. Il y a un film réalisé par Michel Butor, et qu'il avait réalisé à Charleville même, où il présentait le fantôme de l'enfant marcheur. Hein. Et je trouve cette expression très belle, hein, l'enfant marcheur. C'est-à-dire, depuis cette enfance que nous avons évoquée au tout début de cet entretien, jusqu'à ce qui va suivre au-delà de l'année 1875 et pratiquement jusqu'à la mort, même si malheureusement il avait perdu une jambe dans l'opération de Marseille, il a été marcheur dans tous les sens du terme. Alors pas du tout l'homme du progrès tel qu'on le voyait au XIXe siècle, progrès technologique, etc., c'est à quoi nous assistons encore aujourd'hui, hein. Mais quelqu'un qui allait toujours de l'avant, quelqu'un qui a été possédé par le désir d'aller de l'avant. Quitter la poésie pour aller ailleurs, pour faire tous les voyages qu'il a fait, pour aller en Orient, pour aller à Zanzibar où finalement il n'est jamais allé mais où il rêvait d'aller. Tout cela, c'est de l'ordre de cette En Marche de Rimbaud, une expression qu'on trouve d'ailleurs 2 fois sous sa plume, une fois dans Une saison en enfer, une fois dans Une des Illuminations, à une raison, une expression d'ailleurs qu'il pouvait reprendre de Victor Hugo, parce que le livre 5 des Contemplations s'intitule En Marche, qui peut être aussi une dérision du Allons enfants de la patrie de la Marseillaise, puisqu'il n'aimait pas beaucoup son père aidant ou n'aidant pas la vie militaire, qu'il s'y était refusé assez obstinément. Oui. Voilà, donc je dirais que ce que je retiendrai, moi, pour les jeunes d'aujourd'hui, puisque vous me posez la question, qui sont tous en général sensibles à l'œuvre de Rimbaud, hein, quel que soit le texte qui les a impressionnés, il y a ce Rimbaud qui va en avant, qui va de l'avant. Eh ben, merci beaucoup Pierre Rouvenel, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup.